les monarchies du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, Koweït se retrouvent prises au piège d'une guerre régionale qu'elles n'ont ni voulu ni contrôlée. Alliées historiques des États-Unis, elles sont aujourd'hui divisées sur la stratégie à adopter face à l'Iran et face à l'escalade militaire. Le conflit agit-il comme un révélateur des fractures du Golfe? On en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir Olivier Dallage. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste du Moyen-Orient, chercheur associé à l'IRIS. Merci d'être avec nous. Slimane Zeguizour, on ne vous présente plus, éditorialiste TV5 Monde. Vous connaissez parfaitement vous aussi cette région. Vous avez d'ailleurs écrit plusieurs ouvrages sur le Moyen-Orient, dont À la vie quotidienne à la Mecque de Mahomet à nos jours. Et depuis Genève, Hasni Abidi, politologue, spécialiste du monde arabe, directeur du CERMAM. Merci à tous les trois. Alors Olivier Dallage, les divergences entre ces pays ne sont pas nouvelles. On connaît par exemple la rivalité entre l'Arabie Saoudite et les Émirats. Pourquoi les pays du Golfe n'ont pas la même position face à l'Iran ? Alors parce qu'ils ont déjà une approche, avant même le conflit, qui était différente, mais aussi parce que ce conflit a révélé des positions, je dirais, objectives qui sont différentes. L'Arabie Saoudite, la carte le montre, c'est un grand pays qui a deux façades, le Golfe et la mer Rouge. Oman donne essentiellement, enfin même entièrement sur l'océan Indien, et les Émirats Arabes Unis, eux, sont juste en face de l'Iran. Il y a toujours cette vieille histoire de 3 îles qui avaient été capturées par l'Iran à la veille de l'indépendance en 71. Et surtout, ils projettent une stratégie très active, notamment dans la Corne de l'Afrique. Donc, ils ont des approches différentes et donc aussi des besoins différents compte tenu de leur population et de leur surface. Slimane Zeguizour, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de deux blocs dans le Golfe? D'un côté, ceux qui veulent éviter l'escalade et de l'autre, ceux qui soutiennent une ligne plus dure contre Téhéran? Il n'y a aucun bloc, parce que c'est en voie de balkanisation. On voit par exemple que dans les Émirats Arabes Unis, qui sont un petit pays qui est déjà de l'addition de 7 petites principautés, dont l'une d'elles d'ailleurs, Sharjah, cherche à quitter la fédération. Ce qui se passe, c'est qu'il y a la seule, disons, État-nation, c'est l'Arabie Saoudite, avec une population peut-être entre 20 et 30 millions, avec les lieux saints de l'islam, avec une forte population rurale, bref, un État qui pèse. Mais les autres pays, comme le Koweït, comme le Bahreïn, qui dépendent beaucoup de l'Arabie Saoudite, n'ont pas de stratégie, n'ont pas de doctrine de sécurité nationale autonome. Donc, ils se sont rabattus sur la protection américaine, pensant qu'avec l'argent et la puissance des États-Unis, ils pourraient être à l'abri de toute attaque. Cette protection qui ne fonctionne pas vraiment, finalement. Résultat, ce sont les bases américaines dans leur pays qui leur ont attiré les foudres comme des paratonnerres, les foudres des Iraniens. S'ils n'avaient pas ces bases militaires américaines, les Iraniens n'auraient eu pas plus de raison que cela de leur tirer dessus. Donc c'était une mauvaise stratégie? Alors, une nouvelle stratégie, je crois que de toute façon, ce sera une révision déchirante pour ces pays-là, qui ne seront plus jamais, ils ne vivront plus les années d'insouciance qu'ils ont connues jusqu'ici. Ils vont rentrer de plein pied dans le bal des relations internationales, donc des relations qui sont cyniques, qui sont basées sur les rapports de force, et ce sera quelque chose de totalement nouveau pour eux. Hasni Abidi, pour l'instant, tous ces pays sont dans une position défensive. Est-ce qu'ils sont condamnés à attendre que la guerre se termine ? Malgré cette situation qui est décrite, on peut dire que les pays du Golfe ont évité le pire. Il y a une certaine retenue à ne pas s'engager dans la guerre. Et ça, c'est un point important au regard des divisions qui sont entre surtout les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Pourquoi je dis deux pays? Parce que l'Arabie Saoudite, généralement depuis 1981, depuis la création du Conseil de coopération du Golfe, c'est elle qui domine finalement ces monarchies du Golfe. Les Émirats Arabes Unis ont voulu depuis plusieurs années avoir une ligne propre à eux, c'est-à-dire s'affranchir de la tutelle saoudienne, et on l'a vu récemment. Et c'est ça qui est important, c'est la première épreuve depuis la création de ce Conseil de coopération du Golfe, qu'on voit un État membre finalement ne reconnaît plus ce qu'on appelle le rôle de la grande sœur qui est l'Arabie Saoudite, et ça c'est une conséquence directe de la guerre en Iran. Olivier Dallage, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tous la même stratégie? Pourtant, ils cherchent tous à protéger leur stabilité pour leur modèle économique. Oui, ils poursuivent tous le même but, mais
ils n'ont pas nécessairement les mêmes moyens pour y parvenir. Et encore une fois, ça dépend à la fois de leur taille et de leur position. Et il faut dire aussi de la personnalité de leur leader. Celui qui dirige aujourd'hui les Émirats arabes unis, qui a une formation militaire, comme d'ailleurs d'autres leaders, mais lui en a fait vraiment une stratégie de projection. Ça a commencé très loin d'ailleurs. À l'époque de l'intervention en Bosnie, il y avait une unité des Émirats arabes unis. Et par la suite, ils sont intervenus en Libye, ils sont intervenus au Yémen très activement, aux côtés de l'Arabie saoudite, mais avec des projets qui leur étaient propres, au Soudan, etc., etc. Et donc, ils se voient vraiment, on les a surnommés la petite Sparte, un État militaire. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit des autres. Alors, il y a toujours un dialogue qui existe avec Téhéran. Pourquoi ces pays ne peuvent pas se permettre une rupture totale avec l'Iran, malgré leur rivalité? La carte vous donne la réponse. L'Iran sera toujours là, et eux aussi, sous cette forme ou sous une autre. Et donc, ils doivent viser le coup d'après. On a beaucoup posé la question de savoir pourquoi, par exemple, les Émirats arabes unis n'avaient pas répondu militairement aux attaques par missiles et drones. Est-ce qu'ils en ont les moyens, d'ailleurs? Alors, ils en ont tout à fait les moyens. Le ciel, les moyens militaires? Les moyens militaires. Le ciel leur appartient pour le moment. Mais le jour d'après, c'est quoi? C'est les représailles iraniennes. Et ça, par contre, les Émirats, comme les autres, ne sont pas capables de faire face à un bombardement de leurs usines de dessalement d'eau de mer, d'installations pétrochimiques, tout simplement de quartiers civils, etc. Et donc, toutes leurs infrastructures, elles sont trop vulnérables, c'est ça? Elles sont totalement vulnérables. Et on l'a bien vu en 2019, quand des drones, peut-être venant du Yémen avec les Houthis, peut-être venant de l'Iran, ont attaqué des installations pétrochimiques en Arabie saoudite et que les Américains ont choisi de ne pas riposter. Et donc, de ce jour-là, la stratégie saoudienne a changé et ils se sont mis en devoir d'avoir de bonnes relations avec l'Iran. Et vous savez quoi? En ce moment même, en dépit de cette tension, l'Iran et l'Arabie saoudite sont en train d'organiser le pèlerinage d'Iraniens à la Mecque à l'occasion du pèlerinage annuel. Ça montre quand même qu'on prend en compte le fait qu'ils seront condamnés à vivre ensemble pour le futur, pas seulement demain, après-demain, mais pour l'éternité. Le dialogue ne sera jamais rompu. Et dans ce souci de ménager l'Iran, par exemple, je regarde Al Jazeera tous les jours, il y a des Iraniens qui sont embauchés comme commentateurs permanents sur Al Jazeera et qui défendent avec brio, je dois dire, le point de vue de Téhéran chaque jour sur Al Jazeera, alors que l'Iran n'a pas épargné le Qatar. Ça montre que, comme le disait Olivier, ces pays-là ne peuvent pas se permettre d'entrer dans une guerre de 100 ans contre un puissant voisin qui est en face, qui a une histoire millénaire, qui a une classe moyenne, qui a un potentiel scientifique. Ce serait totalement contre-productif pour eux. Il n'y aura que des coups à prendre. Et ils ont eu 40 jours, ça fait plus de 40 jours de guerre, où on a montré que les États-Unis étaient incapables de bouger pour les protéger. Hasni Abidi, est-ce qu'on peut parler d'une diplomatie d'équilibriste? D'un côté, le dialogue prudent avec l'Iran, le maintien du partenariat américain, et en même temps aussi une coopération discrète avec Israël? C'est le propre des pays qui sont vulnérables, qui ont découvert une grande vulnérabilité. Les besoins ne sont pas les mêmes. Le Qatar partage un champ gazier qui est très important et il joue le rôle du médiateur. Il ne peut pas aller très loin dans ses divergences avec l'Iran. Il a été prévenu. Il a d'ailleurs déclaré ce qu'on appelle le cas de force majeure, à fermer ses installations gazières. En revanche, vous avez les Émirats arabes unis qui ont subi le plus d'attaques de drones et de missiles. Et on sait que les Émirats arabes unis veulent en découdre un petit peu. Ils ont 2 îles qui sont occupées et son lien, sa proximité avec Israël agace les Iraniens et c'est pourquoi c'est le pays qui a subi plus d'attaques de la part des Iraniens. Vous avez l'Arabie saoudite et c'est ça le point le plus important, c'est que l'Arabie saoudite a bâti un projet économique de MBS sur l'Expo universelle, la Coupe du Monde en 2035 et plusieurs compétitions internationales. Et tout ce, finalement, modèle économique, il passe par une seule condition, c'est la sécurité et la stabilité. C'est pourquoi l'Arabie saoudite n'est pas très contente de voir finalement l'Iran affaibli et contenu, mais pas finalement à terre, parce que l'instabilité ne sert pas les intérêts du prince héritier et de l'Arabie saoudite. Quant aux autres pays, ils suivent finalement la grande sœur, l'Arabie saoudite. Donc on voit bien finalement que l'Arabie saoudite arrive tout de même à convaincre les autres monarchies du Golfe, mais les Émirats arabes unis, leur sortie de l'OPEP, c'est un indicateur qui montre qu'ils ne partagent pas le même point de vue que le prince héritier saoudien. Olivier Dallage, ces monarchies, elles ont investi dans la stabilisation de la région, elles ont investi économiquement, diplomatiquement, mais toute cette stratégie, est-ce qu'elle s'effondre avec la guerre?
C'est le risque. Pour le moment, en tout cas, c'est une stratégie qui est extrêmement menacée. Alors, en règle générale, je ne crois pas aux grandes phrases du style « ce sera plus jamais comme avant ». C'est jamais comme avant, mais il y a des lignes de force qui durent. Il ne faut pas oublier que cette région a quand même connu la guerre Iran-Irak, qui n'a pas épargné les monarchies du Golfe. Hein. Il y a eu des attentats à Bahreïn, à Koweït. Bon. Et puis l'invasion du Koweït, c'était pas il y a si longtemps, en 1990. Donc, il est possible quand même que la région s'en remette. Mais en revanche, les investisseurs internationaux, ceux qui justement pariaient sur cette stabilité, qui venaient acheter de l'immobilier à Dubaï, qui mettaient leurs sièges sociaux, qui recyclaient leurs capitaux, etc., vont peut-être réfléchir à 2 fois avant de redonner leur confiance à une région qui a été quand même très sérieusement ébranlée. Et je parle au passé alors qu'en réalité, ça continue. Slimane Zeguizour, toutes ces monarchies du Golfe, elles n'ont pas réussi à empêcher Donald Trump de déclencher cette guerre. Est-ce qu'il y a un sentiment de trahison ? Je pense qu'il y a beaucoup de cela. Par exemple, dernièrement, quand Donald Trump a décidé d'aller accompagner et convoyer des bateaux, et donc exigeant, donc, supposant donc, le survol du territoire saoudien, les Saoudiens ont réagi vivement en interdisant, d'abord ils étaient furieux qu'on ne les ait pas prévenus, tout en se préparant à disposer librement de leur espace aérien comme d'un moulin. Ils ont dit non, vous n'utiliserez pas vos bases chez nous, vous ne survolerez pas notre ciel, notre espace aérien. Et c'est ce qui a conduit Donald Trump à interrompre l'opération qu'il avait lancée en grande pompe. En 24 heures, 48 heures, il avait interrompu. Donc ce sont des monarchies qui se rendent compte qu'on ne les consulte pas, qu'on les considère comme des protégés qui sont des obligés de l'Amérique. Et en même temps, ils n'ont pas de moyens de protestation face à ce protectorat américain qui n'en est pas un en réalité. La preuve, comme je l'ai dit, c'est que le mythe du bouclier américain, à la fois comme bouclier dissuasif et éventuellement au besoin comme bouclier offensif, n'a pas fonctionné, n'a pas dissuadé l'Iran d'attaquer et ne peut pas arrêter. On parlait tout à l'heure des missiles qu'a reçus qu'ont reçu les Émirats arabes unis. C'est entre 2000 et 2500 drones et missiles. C'est colossal. Et est-ce qu'on a vu les bases américaines ? 13, il y en a quand même 13, qui ont été mises hors d'état de service dès le début par les Iraniens. Donc de ce côté-là, il y a cette croyance, ce mythe du bouclier américain qui en prend un coup historique. Hasni Abidi, les monarchies, elles ont compris qu'elles ne pouvaient plus dépendre uniquement de Donald Trump. Est-ce que cette guerre, elle peut les pousser à prendre progressivement leur distance avec les États-Unis ? Est-ce qu'il va devoir y avoir une diversification Toutes les monarchies du Golfe sont... Allez-y, continuez. Oui, diversification, c'est bien sûr, c'est une option intéressante. D'abord, vous savez que les Iraniens, sachant les divisions au sein du Conseil de coopération du Golfe, en tirent finalement des grands bénéfices entre cette divergence affichée du grand public maintenant entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Arabie Saoudite qui joue la retenue et qui ne veut pas que les pays du Golfe s'entraînent. Donald Trump a essayé, Benjamin Netanyahu a entraîné avec lui, surtout Benjamin Netanyahu, les pays du Golfe pour ne pas paraître comme une guerre de croisée. Maintenant, l'Arabie Saoudite, certes, est allée au Pakistan, son allié de toujours, puisque l'Arabie Saoudite a contribué au financement du programme nucléaire, et on parle d'une certaine architecture sécuritaire pour les pays du Golfe, mais les Émirats arabes unis ont choisi leur protecteur, c'est Israël. Les Américains, c'est vrai, il y a un sentiment d'abandon de la part des Américains, mais un sentiment d'abandon de la part du voisin iranien aussi. C'est un double sentiment, finalement, qui règne dans les pays du Golfe. Les Américains, je pense, ils ont l'habitude, ils vont revenir en disant aux pays du Golfe, l'alternative pour vous n'existe pas. Et finalement, vous avez l'Iran qui est toujours, certes, votre voisin, mais il reste pour vous toujours une menace pour justifier encore une fois la nécessité non seulement de garder les bases militaires existantes, mais aussi probablement d'améliorer les accords de défense qui les lient aux pays du Golfe. Olivier Dallage, ils vont devoir aller vers une plus grande autonomie stratégique ? Alors, c'est une tendance qui est déjà esquissée depuis quelque temps par les Émirats arabes unis de leur côté, par l'Arabie saoudite aussi.
un petit peu ce que le Koweït avait tracé comme route dans les années 60, mais le Koweït maintenant s'est replié complètement sur lui-même. Et donc ils élargissent leur panoplie en direction de l'Asie, des pays européens, mais comme vient de le rappeler Hasni, il n'y a pas de solution de rechange au parapluie américain, ne serait-ce que parce que tout leur matériel militaire très sophistiqué est pour l'essentiel américain. Il a donc besoin d'une maintenance américaine, d'ingénieurs américains, et du jour au lendemain, les Américains, s'ils voient que les États du Golfe s'éloignent, peuvent fermer ce robinet de maintenance. Donc c'est très difficile, il va falloir effectivement jongler. Alors certains d'entre eux sont très aptes à cette jonglerie diplomatique, comme le Qatar, mais ils ne peuvent pas tourner le dos aux Américains du jour au lendemain. Ça, c'est absolument impossible. Slimane Zeguidour, le mot de la fin? Ils ne peuvent pas tourner le dos aux Américains, mais ils sont en train d'imaginer des solutions intermédiaires qui, sans rompre avec les États-Unis, essaient de constituer une force entre des pays comme l'Égypte, la Turquie et le Pakistan, c'est-à-dire une sorte de mini-OTAN arabo-islamique, qui sont des pays qui sont en très bon terme avec les États-Unis et qui permettent, espère-t-il, desserrer un peu l'étreinte de l'Amérique sur cette région. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat et nous avoir aidé à comprendre un peu plus la situation.